Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. L'actualité politique très mouvementée cette semaine. L'opposition s'organise pour la présidentielle d'octobre. Une nouvelle coalition est née depuis le début de la semaine. Le président du Ghana, qui était en tournée dans les pays de l'AES, que retenir de cette mission de John Dramani Mahama? On en parle en plateau avec nos invités. Félix Boni, bonsoir Félix. Bonsoir Dr Kolo. Bienvenue Félix. Saint-Claver Oula. Bonsoir Saint-Claver. Bonsoir Dr Kolo. Et bienvenue également à Lanciné Bakayoko. Lanciné, bonsoir. Bonsoir Dr Kolo. Et bienvenue pour terminer avec Yacouba Sangare. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Dr Kolo. Alors monsieur, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Pour 2025, CAP, la coalition pour l'alternance pacifique est née depuis le début de la semaine. Une quinzaine de partis politiques, mais sans le PPACI. Konessiaka. La CAP Côte d'Ivoire, coalition pour l'alternance pacifique, a officiellement été lancée le lundi 10 mars 2025 au siège du PDCI à Abidjan. Cette coalition forte de 25 partis de l'opposition est composée, entre autres, du PDC-RDA de Tidiane Thiam, du MGC de Simone Yves, du FPI de Pascal Afenguessan et du COGEP de Charles Blé Goudé. Le coordonnateur de la CAP Côte d'Ivoire est le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Simone Yves Gbagbo, président du mouvement des générations capables, en est la porte-parole principale. La CAP Côte d'Ivoire se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange, selon ses initiateurs. Ses objectifs principaux sont précis, à savoir obtenir un dialogue politique et des réformes électorales pour une présidentielle apaisée en octobre 2025. Une absence tout de même remarquée, le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a brillé par son absence à la cérémonie de lancement de cette plateforme et n'a toujours pas rejoint cette alliance. À noter que la coalition naît à une semaine de la publication de la liste électorale provisoire et à 7 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, réaction sur cette coalition, une sorte de réorganisation de l'opposition à 7 mois de la présidentielle. Félix Boni, premier commentaire. D'abord, il faut juste rectifier qu'il y a 25 formations et organisations politiques qui se sont mises ensemble et qu'une semaine après cette signature, la signature de la charte, il y en a une qui a déjà jeté l'éponge, notamment le parti des écologistes d'Herman Aboy, qui n'en fait plus partie, donc ça fait un en moins. Ensuite, l'absence du PPACI à cette coalition est un élément très important. Aujourd'hui, que vaut une opposition en Côte d'Ivoire sans le PPACI, pendant que, je l'ai dit, le leadership de cette coalition pour l'alternance pacifique est dirigé par M. Tidiane Thiam, qui est lui président du PDC-RDA, qui est aujourd'hui en difficulté dans son parti. C'est-à-dire même sa légalité à la tête de son parti est contestée. Du coup, il y a déjà des germes internes de difficultés au niveau de cette coalition. En plus de cela, cette coalition est composée, on dit, de 25 formations politiques, mais en dehors, quand vous enlevez le PDCI-RDA, le FPI d'Afenguessan, le COGEP et le MGC de Simone Gbagbo, qui sont les partis les plus figurants de cette coalition, que reste-t-il du reste? Ce sont vraiment des fiefs anonymes dont on n'a jamais réellement entendu parler. En tout cas, pour ce qui me concerne en tant que journaliste, il y a des partis politiques dedans dont je n'en ai jamais entendu parler. Il ne suffit pas d'avoir le grand nombre, et je disais en faisant un commentaire, que le grand nombre ne fait pas le poids. Et quand je regarde cette coalition, je ne vois pas le poids de cette coalition. Et à 7 mois des élections présidentielles, quelles sont les actions concrètes que cette coalition pourra poser pour éventuellement changer quelque chose? Les données sont déjà engagées. Le processus électoral commence ce lundi avec l'affichage de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que cette coalition va pouvoir faire? Je pense qu'il aurait fallu commencer plus tôt et pas à ce moment précis. Donc je n'en attends sérieusement pas grand-chose. Et je pense que cette coalition ne pourra pas réellement changer grand-chose au processus électoral qui va commencer. Lanciné Bakayoko, cette absence du PPACI, est-ce qu'on peut dire que la coalition qui avait emporté quand même quelques localités en septembre 2023 n'a plus de suite, puisque le PPACI n'est pas dans cette nouvelle coalition? Oui, ça c'est une évidence. Déjà même que le PPACI lui-même se cherche, ce n'est pas grand-chose. En témoignent les élections locales qui se sont déroulées en 2022.
PPACI, 2023, PPACI ne pesait vraiment pas grand-chose. Maintenant, émietter, détaché de l'autre bloc, franchement, Félix a dit que cette coalition n'avait pas de poids. Je suis exactement sur la même ligne. C'est une coalition complètement vide de substance. Je conviens que Tidjane Thiam est un grand mathématicien, j'en conviens. Mais en mathématiques, l'arithmétique veut que 4 plus 2 soit égal à 6. Mais dans l'arithmétique politique, 4 plus 2 peut être égal à 0. Parfois, peut être égal à 1. Et dans le cas d'espèce, je pense que si Tidjane Thiam avait bien regardé les choses, il verrait que cette coalition est égale à 1. C'est-à-dire lui-même. Au fond, vous savez, les autres partis ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Quand tu prends le MGC ressemble davantage à un club de soutien, un club de compassion à Mme Simone Babo au regard de son sort en 2021. Bleu Goudé aujourd'hui, ce sont les vestiges des jeunes patriotes qui n'ont plus pignon sur rue, d'autant que la grande partie s'est reversée du côté du PPACI. Bon, Pascal Affi-N'Guessan, le président Laurent Gbagbo a dit que c'était une enveloppe vide. Je ne sais plus si l'enveloppe même existe encore. Et puis, bon, quand tu regardes l'URD, je ne sais même pas où se trouve en réalité son siège. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se réclame de ce parti. Et les autres partis qui se réclament de cette coalition, je mets au défi quiconque ici qui peut me montrer un visage qui ressemble à l'un de ces coalisés. Donc, en réalité, tout cela se fait autour de Tidjane Thiam. Et c'est une coalition au service de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a réussi à les embarquer dans cette coalition, mais je doute de son efficacité. Et puis, je doute même de la sincérité des gens, parce que c'est un jeu de dupes. On voit clairement que Tidjane Thiam espère être la locomotive de cette coalition, mais quand tu regardes aussi les autres, j'imagine que Simone Babo et Pascal Affi-N'Guessan, qui sont eux éligibles, prient tous les dieux pour que Tidjane Thiam soit recalé, parce que en difficulté d'éligibilité, pour qu'il puisse porter chose. Parce que si tu regardes, je peux terminer par là, on voit bien que Pascal Affi-N'Guessan, qui lui, ça rime à toutes les coalitions, c'est lui-même qui allait faire la cour au RHDP. Bon, le RHDP n'a pas aguiché le RHDP. Quand Laurent Gbagbo a fait son appel de Benoît, il a été le premier à sauter sur cet appel. Aujourd'hui, Tidjane Thiam sert un plat de tchèp-dienne sur une table. Et lui, il est le premier à se mettre autour de cette table pour venir déguster. Mais si vous remarquez bien, ce plat de tchèp-dienne peut se terminer amer, parce que ça a déjà commencé, puisqu'il n'a obtenu aucun poste significatif dans cette coalition. Donc pour moi, cette coalition est une sorte de, si vous voulez, de coquille vide, une sorte de plat de couscous et de tchèp-dienne, comme je l'ai déjà dit, venir servir ça à Tidjane Thiam, qui, je pense, a déjà réalisé que sa coalition ne marchera pas, d'autant que Félix l'a rappelé, il y a un premier couac, un des membres signataires a désisté, à tourner kazakh, et on peut imaginer que ce n'est pas... Du Parti des écologistes. Le Parti des écologistes a déjà fermé la porte, et on peut imaginer que les 3 autres qui restent, parce que, enfin, les 18 autres, les 20 autres n'existent que de nom. Et si tu permets, là, je termine par là. Vous avez vu quand le général Gueye avait voulu être candidat en 2000, et je me souviens, il était allé au palais, il avait accueilli, il avait dit qu'il était accompagné par une centaine de partis. Certains existaient que par le sac qu'ils portaient. C'est dans ces documents qu'ils étaient. Ils sont allés, pour parler trivialement, ils ont bouffé l'argent du général Gueye. Et finalement, ce qui s'est passé, tout le monde connaît la suite. C'est Laurent Gbagbo qui était au palais après les élections présidentielles. Yacouba Sangaré. Il y a beaucoup de raisons objectives de s'interroger sur la pertinence et le poids réel de cette coalition-là. Comme mes confrères l'ont si bien décrypté, cette coalition vraiment est un rassemblement de beaucoup de partis politiques qui, en réalité, n'ont pas une réelle épaisseur sur l'échiquier politique national. Et même le PDCI, même qui est ce que je pourrais appeler la tête de gondole de cette coalition-là, est un parti aujourd'hui qui est en proie à une profonde dissension interne. C'est au point que la légitimité même du président du PDC est aujourd'hui contestée en interne par des cadres du parti. Pour preuve, le 20 mars prochain, il y aura un procès qui est intenté contre la direction du parti par Mme Valérie Yapo, qui est ancienne membre du bureau politique.
Le FPI, il est aussi bien campé. C'est un FPI aujourd'hui qui est divisé aussi, il faut avoir l'intérêt de le reconnaître. Ce n'est pas le FPI de 2010 qui était un peu la grande force politique de la gauche ivoirienne. Aujourd'hui, c'est un FPI qui s'est d'abord fractionné en différentes branches régionales avec le PPACI qui est sorti du FPI, le MGC de Simon Gbagbo et ensuite le COJEP de Blé Goudé. Et ce qui restait du FPI aujourd'hui aussi divisé d'une certaine façon parce que AFI fait aujourd'hui face à un courant interne au sein du FPI. Donc c'est vraiment un FPI affaibli, un MGC pour moi pour le moment qui n'existe pas en tant que tel sur la scène politique, un COJEP qui n'est vu que par le nom de Blé Goudé et un PDCI qui est vraiment affaibli. Donc vraiment c'est une coalition vraiment pour faire du nombre. Donc si le PDCI voudra à travers cette coalition se donner l'impression qu'il a du monde derrière lui, peut-être ça, mais pour moi je pense que c'est une illusion. Si avec cette coalition, il pense vraiment conquérir le pouvoir d'État, je pense qu'il faut plus que ça. Parce qu'en face, il y a quand même le RHDP qui est un parti assez structuré, assez organisé et assez fort en termes de poids électoral. Et je voulais relever un constat. Les régionales, par exemple. Pour moi, les régionales restent un peu une sorte de présidentielle miniature. Parce que dans chaque région, tous les partis, les différents partis sont en compétition dans toutes les localités d'une région. Aujourd'hui, quand on regarde justement le tableau électoral des régionales, on voit que le RHDP est vraiment très dominant. C'est une hégémonie très forte. 26 régions sur 31 régions que la Côte d'Ivoire sont dans l'escarcelle du RHDP suite aux élections locales de 2023. Donc, on ne peut pas faire une coalition avec des partis qui, en réalité, n'ont pas de poids électoral et espérer pouvoir constituer un contrepoids face au parti au pouvoir qui est assez fort et sûr de sa force. Pour moi, c'est juste pour faire du nombre. Et je voulais terminer par dire que la plupart de ces partis politiques qui sont dans cette coalition, ils sont plus pour exister, pour peut-être profiter de l'image du PDCI plutôt que d'apporter une réelle plus-value à cette coalition-là. C'est Claver Oula, comment vous expliquez l'absence, enfin pour l'instant, du PPACI dans cette coalition? Le PPACI même, quand il a été approché par un certain nombre de personnes, a dit qu'il travaillait pour le moment sur son programme. Le PPACI n'a pas dit qu'il ne se joindrait pas aux autres partis politiques. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le président Laurent Gbagbo à Bonois a lancé déjà l'appel à tous les partis politiques de l'opposition de se regrouper. Et donc déjà, il faut dire qu'il y a déjà cette idée-là qui prévaut. Et avec la mise sur pied de cette coalition, le 10 mars dernier, il faut dire déjà que c'est déjà une très bonne initiative et que tout le monde déjà regarde dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la coalition de tous les partis de l'opposition, le rassemblement de tous les partis de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo est favorable, les autres partis politiques, notamment le PDCI, le MGC, le COJEP et bien d'autres partis politiques déjà ont commencé à se mettre ensemble. Donc moi je ne serais pas étonné que dans les jours à venir, vu que les uns et les autres sont dans la même dynamique, c'est-à-dire, comme l'a précisé l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo, elle a dit que c'est un cadre permanent au sein duquel ils vont réfléchir, ils vont se concerter, ils vont échanger en vue de peser sur le processus électoral. Bon, déjà, il y a certains sur le plateau qui jugent déjà de la force de la coalition sans même que la coalition ne déroule ses activités déjà. Moi, je préfère attendre cette coalition-là sur le terrain, cette coalition en train de dérouler ses actions, comment elle va s'y prendre, parce qu'elle a déjà déterminé les actions qu'elle va mener. Moi, déjà, je m'en tiens à ces actions et voir dans les prochains jours comment est-ce qu'elle va mener ces actions et comment elle va réussir à contraindre le pouvoir au dialogue qu'il ne veut pas mener. Déjà, le cadre permanent, ça a été déjà défini lors du dialogue du pouvoir avec l'opposition. Il a été dit, le dialogue politique, notamment sous le Premier ministre Patrick Kachi, il a été dit qu'un cadre permanent allait être mis sur pied et que les grands leaders, notamment Laurent Gbagbo, paix à son âme, Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, ils allaient se concerter régulièrement pour essayer de décrisper l'atmosphère, de se prononcer sur certaines situations qui étaient à même de créer la tension, mais ça n'a pas été le cas. Le pouvoir a mis sur pied ce cadre permanent et aujourd'hui l'opposition
se met ensemble à son niveau, met sur pied un permanent pour essayer de discuter des situations, des problèmes sur lesquels ils se rencontrent tous. Donc déjà, il faut, pour ceux qui sont dans l'opposition, déjà, ils se félicitent de la naissance de cette coalition qui a des figures et non des moindres. Il y a par exemple le président du PDCI, Tidjane Thiam, qui déjà a commencé à redonner de la vitalité, une certaine vigueur, une certaine dynamique au PDCI qui aujourd'hui est présent sur le terrain, se mobilise. On voit les militants se mobiliser. On voit une figure comme celle de Simone Yves Gbagbo, qui a été une élue dans ce pays et dont on connaît aussi les actions. Charles Blé Goudé, le président des Jeunes Patriotes à l'époque, qui commence à mobiliser pas plus tard que le mois. Vous voulez dire que ce sont les acteurs importants, voilà, c'est des acteurs importants. Il a déjà investi le président des jeunes de son parti et il a mobilisé assez d'Ivoiriens à Yamoussoukro. Donc il faut noter que ces personnalités-là et leurs militants sont sur le terrain et ils annoncent des actions à venir pour influencer le processus électoral. Donc comme je le disais tantôt, j'attends que la coalition pour l'alternance pacifique déroule ses actions. Mais on a quand même une idée, c'est de revoir le système électoral, ce qu'ils ont demandé, et puis le dialogue politique. Félix Boni, est-ce que vous pensez que cette organisation, cette coalition, met en quelque sorte la pression sur le parti au pouvoir? J'ai parlé tantôt de poids. Pour mettre la pression, il faut avoir du poids. Et contrairement à ce que Oula dit, qui parle de Simone Gbagbo, qui a été une élue de ce pays, on est en 2025. Et Simone Gbagbo était députée jusqu'en 2010, avec 15 ans. 15 ans après, en anglais on parle de has-been, c'est-à-dire ce qui a été peut ne pas être au moment où on parle du présent. Regardez même pour la signature de l'achat de cette coalition, le FPI d'Afingessa, on peut leur dire que quelque part, Afingessa, au moins en dehors du PDCI, a au moins un élu à l'Assemblée nationale. Afingessa n'était pas présent lui-même. Il s'est fait représenter par un de ses lieutenants. Par contre, le lendemain, Afingessa a animé un meeting à Bobo. Moi, je le croyais peut-être absent du pays. Il n'y était pas présent. Il aurait pu y prêter son image, mais il n'était pas présent. Mais sachez que Afingessa aujourd'hui... Le secrétaire général de son parti y était. Mais il aurait pu être présent parce que les autres leaders, Simone Gbagbo y était, Tidjane Thiam y était, Charles Blé Goudé y était. Mais le secrétaire général du FPI... Mais le président est à Abidjan, il a animé un meeting à Bobo. Ça veut dire que pour venir au siège du PDCI, ça fait pas, c'est pas loin. Il n'était pas à Bongouanou, il était à Abidjan. Il aurait pu être là lui-même pour donner du poids à cette coalition. Mais n'oublions pas qu'Afingessa déjà ce rapport de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il répond déjà positivement à l'appel de Gbagbo. Donc du coup, le fait que le PPAC ne soit pas là, qu'Afingessa lui-même en personne ne soit pas là, ça fait déjà un couac. Mais regardons le timing même de cette coalition, de ce cap. Ce cap-là intervient à un moment où Tidjane Thiam commence à avoir suffisamment de difficultés par rapport à son éligibilité, par rapport même à sa légitimité au sein de son parti politique. J'ai l'impression qu'on s'habille éventuellement un peu des autres pour essayer de mener par procuration un peu son combat personnel. Donc pour moi, ce cap qui intervient à 7 mois des élections présidentielles, je crois que c'est le timing, le calendrier ne leur permettra pas de mener grand-chose en termes d'action. Et je le répète encore, je répète ce que j'ai dit, le grand nombre des figurants, je l'appelle bien des figurants, dans ce cap ne lui donne pas un poids. Il n'y a que quelques têtes, figures de proue, quelques visages connus qui sont là, mais le visage connu qui n'a pas de poids derrière. Il faut avoir des militants suffisants de personnes derrière soi pour dire que ce cap a un poids. Ce cap n'a pas de poids. Aujourd'hui, si l'opposition n'a pas pu obtenir le dialogue politique jusqu'à maintenant, au moins le processus électoral, je dis bien le processus électoral, commence ce 17 mars 2025. Je crois que les dés sont déjà lancés et ce n'est pas en plein match que éventuellement les règles du jeu vont changer. Donc je n'attends pas grand-chose personnellement de ce cap. Et pour moi, je n'ai pas envie d'emprunter les mots de Bakayoko, mais c'est tout comme c'est une coquille qui ne va pas suffisamment. Mais toi, tu te bases sur quoi pour dire que le cap n'a pas de poids? Dessus, quel élément factuel te bases-tu pour dire que cette coalition qui est née seulement le 10 mars n'a pas de poids?
Sur quel élément? Alors que cette coalition a été claire. Elle dit que nous mettons ensemble pour essayer d'influencer le processus électoral. On connaît déjà les revendications de cette coalition qui dit que nous mettons ensemble pour obtenir la révision de la liste électorale, pour obtenir l'audit de la liste électorale. Ils ont un certain nombre de choses. Bon, pour obtenir ces éléments, il va falloir mener des actions. Premier élément de réponse. Le président du CAP, à partir de ce 17 mars, va être préoccupé par lui-même ses problèmes en interne au PDCRDA. C'est-à-dire sa présence sur la liste électorale, il va faire face éventuellement à des revendications, à des protestations sur sa présence sur la liste électorale. On n'est pas encore le 17. Le 20. Mais le 17, c'est demain. Ne faites pas comme quelqu'un qui dit n'est pas encore minuit. Oui, mais ça peut te dire qu'il faut attendre de voir. Le jeudi 20. Il faut attendre de voir que la coalition déroule son agenda. Sera préoccupé, le président du CAP, celui qui va imprimer le rythme de ce CAP, sera préoccupé par ses problèmes personnels aujourd'hui. Deuxième élément, Charles Blé Goudé, qui est peut-être l'une des figures de proue, également a ses problèmes personnels d'éligibilité sur la liste électorale. Troisième élément, Mme Simone Gbagbo aujourd'hui essaie d'exister politiquement, mais honnêtement, elle n'a pas un grand monde derrière elle. Quatrième élément, Mme Daniel Boni-Claveria et l'URD n'ont rien, personne derrière eux. Donc finalement, ce CAP, dont le leader est le PDCRDA, qui a des problèmes au sein de son parti, qui va régler ses problèmes internes, quelle sera la marge de manœuvre de ce CAP dans la vie politique actuelle? Pendant que le PPACI ne se préoccupe même pas de ce CAP. Et parlons de PPACI. Laurent Gbagbo ne rêve pas, ne viendra pas se joindre à un CAP dirigé par Tidiane Thiam. C'est Laurent Gbagbo. Vous écoutez les discours de Gbagbo qui ne dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Il ne cite pas de nom, on sait de qui il parle. Mais Félix Boni, il n'est pas moins préoccupé. Le président Laurent Gbagbo n'est pas moins préoccupé aussi des problèmes évoqués par le CAP. Lui-même, il parle régulièrement de ce problème. Son parti parle de son problème. Pour le moment, il n'a pas encore de position officielle. Oui, mais il n'a pas encore de position officielle. Ce qui voudrait dire que les problèmes soulevés par le CAP ne sont pas moins les problèmes aussi soulevés par le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui n'est pas sur la liste électorale et qui vient sur la liste électorale. On va passer le tour à quelqu'un d'autre. Qui pose les problèmes de révision de la liste. Son parti pose le problème de révision de la liste électorale. Son parti pose plusieurs autres de transparence. Et c'est le même problème que le CAP. Ce qui va se passer, c'est qu'on vous donne la parole juste après lui et l'enseigner. Oui. C'est ce qui pose le problème général de l'opposition en Côte d'Ivoire. Et je le disais tantôt sur ma page Facebook, il y a des gens qui m'insultent et je leur dis aujourd'hui, en face du RHDP, il n'y a pas d'adversaire. Parce que cette opposition, pour l'instant, n'est pas en stratégie unie. Le PPACI pose ses problèmes en solo. Le CAP se retrouve de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de stratégie unie. L'enseignement Bakayoko, c'est un bloc de l'opposition. Merci. C'est un bloc de l'opposition qui est disloqué, comme disait Félix tout à l'heure. En tout cas, si c'est sur ce bloc que l'opposition compte pour obtenir l'alternance, je crains que le RHDP ne roule sur du velours à partir du 25 octobre prochain pour se maintenir au palais présidentiel. Si c'est vraiment juste ce groupe-là qu'on compte, je pense que le RHDP peut dormir tranquille. Parce que en fait, je ne vois personne dans cette coalition qui soit à mesure de porter la réplique nécessaire au RHDP, au mastodonte RHDP. Je ne vois vraiment pas. Le RHDP a une implantation territoriale qui est ancrée, qui est affirmée, alors que cette coalition, il n'y a qu'un groupe qui est au service d'un individu qui s'appelle, enfin, c'est pas péjoratif, d'une personnalité, j'allais dire, le président Tidiane Thiam. Encore que le président Tidiane Thiam, aujourd'hui, son éligibilité n'est pas du tout confirmée. Elle est fondamentalement remise en question par lui-même, pas du fait de manigances ou de coups bas de pouvoir politique, mais du fait de sa francité, parce que c'est un Français jusqu'au moment où on parle. Or, notre législation n'autorise pas qu'un Français vienne se porter candidat en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas encore fini de se démêler avec cette démêlée, je veux dire, administrative au niveau de la France. Maintenant, Saint-Claver a parlé du fond du sujet. Moi, je vais m'étaler un peu sur le fond des questions qui ont été posées ou bien qui ont engendré la mise en place de cette coalition. Alors, si on parle de révision de la liste électorale, je pense que ce débat n'a même plus lieu d'être. Parce que cette révision a déjà été faite et la Côte d'Ivoire va pas passer tout son temps à faire de la révision de la liste électorale à tout bout de champ. Maintenant, on parle de dialogue politique. Je crois que le dialogue politique a déjà eu lieu. Parce qu'il faut laisser ceux qui sont au pouvoir de gouverner. On ne va pas passer tout son temps. Le président Alassane Ouattara avait répondu en son temps qu'il n'avait pas le temps de tous ces bavardages.
Et moi, j'en conviens, je suis d'accord avec lui que nous n'allons pas passer toute l'éternité à des bavardages, à du verbiage qu'on va appeler dialogue politique. Aujourd'hui, les gens se parlent et la réponse du RHDP a été cinglante. Il a dit, le PDCI a participé au dialogue. Si certains pensent qu'ils n'étaient pas là au moment du dialogue, ils peuvent se référer au PDCI, qui est la tête de proue de cette coalition, pour qu'on puisse leur communiquer les résultats du dialogue politique. Donc, toutes les réponses qui sont posées par cette coalition et même par toute l'opposition ont trouvé réponse. C'est vrai qu'on fait du dilatoire. On veut faire du dilatoire, on veut gonfler les populations à blanc. Mais je ne pense pas aujourd'hui que l'opposition ivoirienne, dans son ensemble, a la masse critique suffisante pour provoquer l'alternance. Et je pense que ça doit être le vrai débat. Et moi, j'appelle l'opposition ivoirienne à entamer des sujets qui peuvent rassembler, qui peuvent fédérer, qui peuvent intéresser les Ivoiriens, que de parler des révisions des listes électorales. Il faut dire aux populations ivoiriennes, voilà, il n'y a pas d'eau dans telle commune, nous allons vous apporter de l'eau, nous avons augmenté les mégawatts, nous allons faire des logements sociaux, nous allons créer un cadre assaini. Je crois que ce sont ces propositions qui peuvent appâter les populations qui, sensibles à ces questions, peuvent venir adhérer à la politique de ceux qui, en tout cas de ceux qui veulent remplacer le président Alassane Ouattara. Mais pour l'heure, je pense que ce n'est pas le cas. Nous sommes dans des débats, moi j'allais dire futiles, des révisions des listes électorales, de questions de positionnement personnel. Je ne pense pas que c'est de ces questions que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens ont besoin d'une réponse claire, de réponse nette aux problématiques qui sont les leurs, c'est-à-dire les problématiques de vie sociale, de bien-être, de cherté de la vie qui est réelle. Donc, il faut que l'opposition se saisisse de ces problématiques qui intéressent les Ivoiriens afin de pouvoir attirer leur sympathie et espérer changer le RHDP au soir du 25 octobre 2020. Yacouba Sangaré. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que Lassine a développé. Lors de la conférence de lancement de cette plateforme, évidemment, ils ont posé la question des réformes électorales. Je pense qu'on est déjà, le train du processus électoral est déjà lancé. Demain, c'est l'affichage de la liste provisoire. Et ensuite, le 22, c'est le début du contentieux électoral. Je pense qu'on a dépassé ce cap-là. On ne peut plus se permettre, en l'état actuel, de parler de réforme alors qu'on a, pour moi, on a entamé le virage essentiel pour aller directement aux élections parce que la liste électorale, le contentieux reste quand même des étapes importantes pour consolider la liste électorale. Ensuite, il parle du dialogue politique. Je pense qu'il y a eu 5 dialogues politiques, il faut le préciser, avant les élections locales de 2021 et de 2023. Et au cours de ces dialogues politiques, l'ensemble des forces politiques, en tout cas ceux qui existaient à cette époque-là, ont tous participé, à ce dialogue avec des organisations de la société civile. Et ces dialogues ont abouti à des élections inclusives et ouvertes auxquelles tous ces partis politiques ont participé, qui ont été salués d'ailleurs même par l'ensemble de la classe politique. Il y a eu des résolutions qui n'ont pas été et par laisse-moi finir par les observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc je vais dire que ce dialogue-là a déjà servi une base. Ça a permis de restaurer la confiance entre les différents acteurs politiques au point que tout le monde allait aux élections et puis on a eu les résultats que ça a eu et l'opposition a gagné dans des localités où le parti au pouvoir n'a pas gagné. Donc pour moi, je ne vois pas la nécessité de demander là encore un nouveau dialogue politique alors qu'on n'est qu'à 7 mois d'élection présidentielle. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'essentiel. Le calendrier constitutionnel prévoit l'élection dans 7 mois. Si on rentre dans d'autres démarches qui mettent à mal ce calendrier électoral, on va se retrouver dans une situation qui va être plus difficile à gérer que si on respectait le calendrier électoral. Pour moi, je pense qu'on a dépassé ce stade. Et je le dis tout le temps et j'insiste là-dessus. On ne peut pas, à 7 mois où la liste électorale va être affichée, le contentieux va commencer, demander de nouvelles réformes électorales. Ça aurait dû être fait avant, pour moi. Peut-être 1 an avant le scrutin ou bien 1 an et demi ou 2 ans avant, mais pas maintenant. Je pense qu'on est vraiment sur la ligne droite. Ensuite, l'enjeu pour moi aujourd'hui, pour ces forces politiques, c'est pourquoi j'ai été un peu déçu quand j'ai entendu leur réforme sur ces questions électorales. Aujourd'hui, si ils veulent vraiment constituer un contrepoids face au mastodonte RHDP, c'est de préparer un projet de société, c'est d'analyser les failles de la gouvernance du RHDP. Le RHDP a fait beaucoup de choses, le RHDP n'a pas forcément tout réussi, il y a forcément des insuffisances. C'est à eux de voir tout ça et de proposer une alternative crédible. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en termes d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens
qu'est-ce qu'il peut proposer de plus que ce que le RHDP a fait? Ça que les Ivoiriens s'attendent, que les populations s'attendent. Et non des querelles entre les politiques sur les questions de dialogue, de réforme, et puis après on va se retrouver dans une situation où on ne peut pas gérer ça. Je pense qu'il ne faut pas créer une crise artificielle. Le processus est lancé, et je le dis toujours, cette même liste électorale a permis aux gens de l'opposition d'avoir des élus à l'Assemblée nationale, de gagner des régions régionales. Pour moi, elles ne devraient pas susciter des débats. Maintenant, ceux qui ont des choses fondamentalement, spécifiquement à reprocher à cette île électorale, le contentieux est là pour ça. Et là, je pense que sur cette question-là, CEI a montré carte blanche, l'a dit, ils vont remettre la liste aux partis politiques, et s'ils ont des choses à reprocher, qu'ils le fassent dans le respect des tests. Donc il ne faut pas rester dehors et crier et donner le sentiment d'entretenir une sorte de crise artificielle, faire planer un peu, faire crisper le climat socio-politique. On n'en a pas besoin. D'accord. Moi, je vous ai écouté. Vous savez, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il y a des problèmes qui demeurent. Il y a eu le dialogue politique, comme tu l'as noté. Cinq concertations qu'il y a eu sous le Premier ministre Patrick Kachi. Il y a des questions qui ont été évoquées, il y a des résolutions, des recommandations qui ont été prises. Mais, il s'agit de quoi? Il y a des personnalités dont les avoirs ont été gelés. Par exemple, Charles Blé Goudé. Ses avoirs ont été gelés. Ça n'a pas encore été dégelé. Il y a le président Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale. Il y a Guillaume Soro. Il y a le retour de Guillaume Soro qui a été évoqué au cours de ce dialogue politique. Il y a eu un cadre permanent, comme je l'ai évoqué tantôt, qui doit être mis sur pied pour discuter d'un certain nombre de choses. Vous dites ces problèmes-là, vous parlez des problèmes qui doivent être derrière nous, qu'il faut aller résolument aux élections d'octobre. Mais on ne peut pas aller résolument tout en grillant le feu rouge. Quand tu grilles le feu rouge, tu grilles successivement les feux rouges, tu grilles les feux rouges, mais tu t'en vas dans le danger. Il y a des problèmes qui sont là. Il faut régler ces problèmes. Il ne faut pas passer dessus. Il faut régler ces problèmes. Non, en fait, il y a tous ces problèmes. Vous voulez laisser terminer. Il y a tous ces problèmes qui existent. Il y a la question de la révision de la liste électorale conformément à la loi, qui n'est pas fait. Ils sont dessus en train de discuter. On essaie de faire des pirouettes pour dire on est allé à des rencontres avec des partis politiques qui ont dit. D'accord, mais ça va vraiment très vite. On a passé plus de temps sur ce sujet, je comprends bien. Laissez-moi finir. Laissez simplement finir. Mais si vous voulez 30 secondes. Parce qu'ils sont tous trois, ils parlent de la même voix et moi je suis seul. Donc vous avez la parole, allez-y. Vous avez la parole, allez-y. Donc voilà, les problèmes existent bel et bien. Il faut régler ces problèmes. Il faut régler ces problèmes. On parle de révision de la liste électorale conformément à la loi. Et moi, j'insiste là-dessus. Il faut réviser la liste électorale. Et en 2020, la liste électorale, la révision s'est faite en juin, juillet par là. Et tout le contentieux a été vidé et on est allé aux élections. Mais attends, pourquoi est-ce que, pour une question pour laquelle le budget a été voté, l'argent a été décaissé, on ne peut pas le faire. Il faut réviser la liste électorale. L'opposition parle de l'audit de la liste électorale. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a des personnes qui sont décédées qui sont sur la liste. Mais il y en a plus. Il faut prendre le temps d'auditer la liste électorale avant d'aller aux élections. Et c'est des questions il y a la question, par exemple, l'opposition aussi parle de, proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote. C'est une question de transparence que tout le monde recherche. Moi, je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que le pouvoir ou bien le parti au pouvoir ne voit pas la justesse de ces réclamations et on demande à tout le monde, non, allons-y aux élections. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment 30 secondes et je la montre et je regarde. 30 secondes, je voulais... Je suis malheureusement obligé de vous couper si vous allez au-delà. Oui, allez-y. Concernant la révision de la liste électorale, je pense qu'il fait un amalgame qui n'est pas correct. La loi dit qu'il faut faire la révision de la liste électorale chaque année, mais la loi ne dit pas qu'il faut faire... Laisse-moi finir. La loi ne dit pas qu'il faut faire avant ou après la présidentielle. Elle peut se faire après la présidentielle. Bon, ça veut dire quoi? Maintenant, concernant les questions... Là où on dit qu'on ne peut pas réviser la liste électorale en deux fois, mais il m'empêche de parler. Laisse-moi finir rapidement, s'il te plaît. Non, ce sera compliqué parce qu'à cet allure-là, vous êtes encore deux... Laisse-moi finir. Je vais juste dire les questions de l'éligibilité de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, les questions du dégel des avoirs de Blé Goudé. Moi, ce sont des questions... Moi, je pense qu'il faut les dissocier de la perturbation du calendrier électoral. C'est que moi, je parle. Quand on parle d'une réforme en ce moment, on veut perturber le calendrier. Oui, vous l'avez déjà dit. Lancez les Bakayoko. Moi, je pense que parler aujourd'hui de
l'éligibilité du président Laurent Gbagbo, son inscription, le dégel des avoirs de Blé Goudé, c'est des questions périphériques. C'est des questions périphériques aujourd'hui qui n'intéressent personne en Côte d'Ivoire en réalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent un processus électoral qui respecte les calendriers écolos. Il faut que je dise un petit mot sur la question du budget. Vous êtes en train de finir. Chaque fois j'entends le budget a été décaissé. Il ne faut pas donner l'impression que la CEI, on a déjà décaissé les 25 milliards et que la CEI veut brigander cette ressource à son propre profit. On peut faire des réallocations budgétaires, on peut même faire de la rétention budgétaire pour les envoyer ailleurs. Non, mais merci. Félix Boni, non, c'est bon. C'est bon. Félix Boni, allez-y. Il y a des hôpitaux à faire. Félix, merci Lanciné. Félix. Écoute, on n'est pas trois comme toi parce qu'on ne s'est pas concerté avant d'arriver. En 30 secondes. En plus de cela, on ne sort pas d'une école d'endoctrinement. Non, je dis vous parlez de commune. Donc, ça veut dire que si Félix, allez-y sur votre idée parce que ça va vite. Si je voulais juste dire que la date des élections n'a pas été fixée que maintenant. Tout le monde sait que le 25 octobre, il y aura des élections et il y a des combats qu'il aurait fallu prendre le temps de mener très vite maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, à 7 mois des élections, le processus commence et ces combats que tu viens d'évoquer là, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir les mener. D'accord, c'est bien noté. Maintenant que l'opposition s'organise, je pense qu'elle avait le temps de s'organiser auparavant. Merci beaucoup. Le deuxième sujet, le président ghanéen qui était au Mali, au Niger et au Burkina Faso, John Dramani Mahama, veut établir la confiance entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Siaka Kone. Le lundi 10 mars 2025, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, achève une tournée au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le tête-à-tête avec les différents chefs d'État a porté essentiellement sur le renforcement des relations avec le Ghana, la situation sécuritaire dans le Sahel, les questions économiques et surtout la médiation en vue d'un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Rappelons que cette tournée fait suite à une récente visite du chef de l'État ghanéen en Côte d'Ivoire. Après les médiations togolaises et sénégalaises, John Dramani Mahama réussira-t-il à convaincre le Mali, le Niger et le Burkina Faso de réintégrer la CEDEAO? Alors, réussira-t-il, John Dramani Mahama? Saint-Claver-Oula. Il faut dire que John Dramani Mahama s'est lancé dans une mission, j'allais dire, impossible. Parce que l'AES, au stade où ces trois pays-là en sont aujourd'hui, ils sont trop lancés dans leur projet. Ils sont tellement trop lancés que John Dramani Mahama arrive à les convaincre à revenir dans la CEDEAO. Peut-être une collaboration, comme il a dit, créer la confiance et susciter une collaboration dans laquelle les uns et les autres arrivent à se respecter et instaurer la confiance. Mais en réalité, moi, ce que je note dans cette mission, dans cette tournée de John Dramani Mahama au Mali, au Burkina et au Niger, c'est plus une coopération qu'il recherche, une coopération dénuée de tout soupçon qu'il recherche entre lui et son pays, entre son pays et les pays de l'AES. Parce que vous êtes sans ignorer que le Mali n'a pas de façade maritime, le Burkina, et que lui il en dispose. Donc, vu la méfiance, la tension qu'il y a aujourd'hui entre ces pays et la Côte d'Ivoire, qui était vraiment le pays par lequel transitait. Veut dire qu'il est en mission pour lui-même? Il est en mission pour lui-même. Donc moi, voilà ce que je retiens, parce qu'il a plus parlé de sa coopération avec ces pays que des questions qui relient l'AES et la CEDEAO. C'est une mission réorientée, oui, Yacouba? Moi, je dirais plutôt qu'il a fait une mission dans une mission. Sa préoccupation première, quand on lit un peu le compte rendu de ces différentes visites-là, son idée première, c'était de rétablir les relations entre son pays et les pays de l'AES. Je rappelle quand même, sous l'ancien régime, le président Nana Akufo, le Burkina avait accusé le Ghana de vouloir
déstabiliser son régime, la junte. Donc les relations n'étaient pas dans de bons termes. Donc John Dramani était d'abord dans un premier temps soucieux de rétablir les relations entre le PS et puis de l'AES. Et puis maintenant, il pense sur le point partenariat. Mais moi, je ne crois pas que cette mission-là va faire revenir les gens de l'AES au sein de la CEDEAO parce que le désaccord est profond. Les gens de l'AES ont quitté la CEDEAO pour la simple raison qu'ils n'ont pas envie de se soumettre aux exigences de la CEDEAO. Les exigences de la CEDEAO sont claires. La CEDEAO ne veut pas s'accommoder des régimes militaires qui ne respectent pas l'ordre constitutionnel. C'est ça le problème. Tout ce qui est raconté, toute cette littérature souverainiste, tout ça n'est qu'un écran de fumée, c'est l'habillage. La vraie raison, les pays de l'AES, les jeunes qui ont pris le pouvoir de l'AES ne sont pas dans des dispositions pour organiser les élections, pour transmettre le pouvoir, pour établir l'ordre constitutionnel et transmettre le pouvoir à un pouvoir civil. C'est tout le fond du problème. Sinon, quand vous analysez, il n'y a aucun problème fondamentalement à part ça. Et la CEDEAO ne peut pas accepter ça. Et comme ils savent que la CEDEAO ne va pas accepter ça, donc ils préfèrent claquer la porte parce qu'en restant dans cette position, la CEDEAO va commencer à leur mettre la pression, l'exigence, un calendrier avec des sanctions. Donc ils ont trouvé devant une porte de sortie et puis voilà, et puis construire toute une rhétorique souverainiste autour de ça. Et moi je trouve que c'est leur aventure à eux, mais je pense que c'est une aventure qui dessert leur population de façon générale. Parce que, comme le président Ouattara l'a dit, on est mieux à 15 qu'à 3. Et le fait que ces trois pays-là se détachent de la CEDEAO, avec les raisons qu'elles avancent, auxquelles moi je ne crois pas fondamentalement, mais quand j'analyse, je pense qu'ils avaient plus à gagner pour le développement de leur pays, pour la cohabitation avec leur population, avec les autres pays de la CEDEAO. Ils avaient tout intérêt à rester dans la CEDEAO parce que ces pays ont quand même beaucoup de ressortissants dans d'autres pays de la CEDEAO qui sont bien intégrés depuis de nombreuses années. Mais imaginez que la CEDEAO ne fasse pas preuve de responsabilité. Il faut féliciter la CEDEAO qui tient compte des répercussions que pourra avoir une rupture brutale avec ces pays de l'AES. Imaginez que la CEDEAO était dans leur logique guerrière, logique extrémiste. Les répercussions auraient été terribles pour leurs propres ressortissants qui sont installés dans les pays de la CEDEAO. Donc je pense qu'il faut saluer la responsabilité de la CEDEAO, pour moi qui ne fait pas preuve de faiblesse, mais qui tient compte de l'impact de cette situation-là sur la population. Lansana Bakayoko, avant lui, il y a eu le président sénégalais et même le président togolais, Faure Gnassingbé. Est-ce que vous pensez que c'est une mission qui peut réussir pour Dramani? Vous savez, Sangaré a littéralement bien expliqué les enjeux. La visite du président John Dramani dans ces trois pays où des hommes obérés dirigent, je pense que c'est une mission quasi impossible parce que, vous savez, ces trois pays, leur seule ambition, c'est de se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas d'autres objectifs. Je pense que ça fait des mois et des mois que nous répétons la même chose. Ces trois pays, tout ce qu'ils veulent, c'est de garder le pouvoir par devers eux-mêmes sans passer par des processus électoraux clairs. Vous savez, aujourd'hui, si on organisait une élection démocratique au Mali, je ne crois pas que Assimi Goïta puisse l'emporter. Je suis très dubitatif sur cette éventualité. Parce qu'il a perdu, toute cette rhétorique souverainiste a vécu. Aujourd'hui, les populations sont face aux réalités, au délestage sans discontinuer, aux problèmes de cherté de la vie, aux problèmes sociaux, aux problèmes d'assainissement, aux problèmes de salubrité. Au Burkina, c'est quasiment la même chose. Même si le président Ibrahim Thiam a encore de l'estime au sein d'une population. Ibrahim Traoré garde encore un peu d'estime, garde quelques estimes encore au sein de la population, du fait que la population burkinabé est quasiment à plus de 80% analphabète. Donc la rhétorique souverainiste, je suis le sauveur de l'humanité, passe encore facilement là-bas. C'est quasiment la même chose au niveau du Niger où les populations croient encore d'une certaine manière au discours belliciste et sans fond du président Tiani. Mais je pense que John Dramani est en mission individuelle, une mission personnelle pour le Ghana. Et là, j'en conviens, je suis d'accord avec Saint-Claver qui a étayé cette situation. Le président veut profiter des parts de marché laissées en raison de la rupture quasi avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Lui veut récupérer toutes ces parts de marché. Mais je pense que les pays n'ont pas d'amis, je suis d'accord. Mais je pense là que ça pose un problème d'éthique. Parce que vous ne pouvez pas être dans une organisation et vous déroger
des conditionnalités et des textes de cette organisation. J'imagine mal qu'un pays comme l'Allemagne, qui est dans l'Union européenne, fasse des choses avec des pays qui ne sont pas en accord avec les principes de l'Union européenne. Surtout que même pour adhérer à l'Union européenne, il y a des conditionnalités qui doivent être remplies. On voit bien que la Turquie, depuis près de 30 ans, veut rentrer à l'Union européenne. C'est difficile. Il y a d'autres pays aussi qui ont du mal à rentrer parce qu'il y a des conditions à remplir. Donc John Dramani ne peut pas faire l'impasse sur les conditions d'adhésion à la CEDEAO et chercher dans des projets personnels à pouvoir glaner les marchés qui ont été laissés par la rigueur de la Côte d'Ivoire et du Sénégal vis-à-vis de la démocratie. Alors que ça devait être quasiment le contraire parce que lui, il est le fruit de la démocratie, John Dramani. Sans la démocratie, il ne serait pas venu au pouvoir et tout le monde dit que son pays est un pays démocratique, un pays ouvert, transparent dans le processus électoral. Donc lui, il ne doit pas être le fossoyeur de cette démocratie et adouber des gens qui marchent, qui piétinent cette démocratie. Ça, moi, je pense que ça pose un problème d'éthique. Si ce sont les pas de marcher, s'il veut marcher sur le corps de la CEDEAO, ça devait se faire écouler. Là, je voudrais terminer par là. Je pense que les pays de l'AES doivent, et ça je reviens en arrière un peu, doivent faire preuve de cohérence. S'ils doivent quitter la CEDEAO, je pense qu'il était plus facile de quitter l'UEMOA qui est dont le franc CFA est quasiment porté par la France parce que toutes leurs crispations sont orientées vers la France parce que disent-ils que c'est la France qui gouverne la CEDEAO. Or, la réalité est que la France ne peut pas gouverner la CEDEAO. La France ne peut pas gouverner un ensemble dans lequel se trouve le Nigeria et par extension le Ghana, mais la France a la capacité de gouverner un pays comme les pays de l'UEMOA avec lesquels il a des liens historiques, des liens coloniaux, mais ces trois pays continuent de garder le pied dans l'UEMOA et donc je pense qu'ils doivent faire preuve de cohérence, sortir automatiquement de l'UEMOA. Ça, je comprendrai leur démarche. Félix Bonny. Rectificatif déjà, la France a la capacité de collaborer avec les pays de l'UEMOA et non de gouverner nos pays, parce que nous sommes des États aussi souverains. Je le dis. La France ne peut pas nous gouverner. Non, on ne peut pas laisser passer. Je ne dis pas que la France nous gouverne. Non, je ne dis pas que la France nous gouverne. Je dis que c'est eux qui soupçonnent, c'est eux qui disent que la France gouverne la CEDEAO. Très bien. Je dis si la France peut gouverner quelqu'un, probablement c'est la CEDEAO, parce qu'ils ont un rapport colonial qui est ancien. C'est l'UEMOA, vous avez dit. Ils ont un rapport colonial ancien, mais je ne suis pas en train de dire que la CEDEAO gouverne la CEDEAO. Très bien. La France. Je ne peux pas le dire parce que pour mon pays, pour ce qui concerne mon pays, il y a un chef d'État qui est souverain, qui mène ses politiques en toute souveraineté, c'est la Côte d'Ivoire et aujourd'hui la Russie. Je pense que vous êtes compris maintenant, Félix. Ceci étant dit, cette précision a été faite, c'était vraiment important. Je pense que c'était un beau prétexte, cette tournée du président ghanéen John Dramani Mahama et mes co-débatteurs l'ont déjà signifié. On sait dans quel contexte que Dramani Mahama est arrivé au pouvoir au Ghana, un contexte où l'économie est pratiquement à terre et John Dramani, au travers de ses promesses, a besoin de relancer l'économie ghanéenne et il commence comme ça en Côte d'Ivoire. C'est pas un hasard parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un marché avec l'AES. C'est-à-dire le port du Côte d'Ivoire était le port le plus utilisé par le Burkina Faso, le Mali et le Burkina. Alors il commence chez nous pour essayer de nous rassurer. Non, je vais essayer de les ramener et puis il part. Et en réalité, c'est un deal. Quand il les rencontre, c'est des rencontres pour parler du bilatéral, c'est-à-dire des relations entre le Ghana et ces différents pays. Évidemment, le Ghana a deux ports très importants, les ports de Tema et de Takoradi, et il a besoin éventuellement d'attirer vraiment ces pays vers ces ports pour relancer l'économie ghanéenne. Ceci étant dit, est-ce que une mission pour ramener les États de l'AES est possible? Je ne crois pas que ce soit possible. Il est impossible aujourd'hui d'entrevoir une mission pour ramener les États de l'AES, d'autant plus que la condition pour que ces États réintègrent la CEDEAO, c'est qu'on ait des pouvoirs démocratiques, c'est-à-dire dirigés par des chefs d'État élus. Et donc la CEDEAO ne peut qu'aujourd'hui peut-être les accompagner à organiser des élections, c'est-à-dire dans un processus électoral pour vraiment passer le pouvoir à des présidents élus, quitte à ce que ces militaires eux-mêmes soient candidats, comme c'est le cas au Gabon. Et moi, j'en conviens, pour moi, il faut les accompagner à sortir de la période d'exception, parce que c'est le cas de ce qui est en train de se passer au Gabon. Si le Gabonais est en train d'organiser des élections, qu'il est même candidat, rien ne prouve qu'il sera élu ou pas. Mais si Assimi Goïta ou Tiani ou Ibrahim Traoré se présentent à des élections, s'ils sont élus, tant mieux. Ils deviennent des présidents
légitimes, légaux à la tête de leur nation, ils peuvent réintégrer la CEDEAO. On peut mener maintenant la démarche pour qu'ils puissent réintégrer la CEDEAO. Mais en l'état actuel des choses, les seules négociations possibles, c'est de les amener à engager les processus électoraux pour qu'on traverse la période d'exception et que les transitions soient, achevées, pour qu'on rentre dans une légalité dans leurs différentes nations. Par contre, je pense que l'AES peut être comme le Conseil de l'Entente, d'autres structures, d'organisation à l'intérieur de la CEDEAO, et on peut coopérer, on peut encore cohabiter, et cette cohabitation, elle est possible. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'une négociation spécifique du président ghanéen qui vient d'arriver, parce qu'avant lui, il y a eu les autres. Avant lui, il y a eu le Sénégal qui a entamé cette négociation. Voyons bien la question économique. Dès que le John Dramani finit sa tournée, hier, le ministre des Affaires étrangères du Togo fait une sortie sur sa page Facebook pour dire que désormais le Togo ne cherche pas non plus seulement à coopérer avec les États de l'AES, mais le Togo veut intégrer les États de l'AES. Donc il y a une bataille. C'est pour régler des problèmes intérieurs. Mais je termine. Estimé par les Togolais, ils cherchent à attirer la sympathie des Togolais. Mais je termine. Mais pour moi, je prends le volet économique. Les autres États comme le Togo et le Ghana sont en train de se lutter la manne. De l'entrée sur le territoire, sur le continent de ces pays qui n'ont pas de façade, maritime, qui cherchent des ports, et ils se luttent cette économie. Donc le Togo désormais passe à une vitesse supérieure. Nous voulons intégrer l'AES, c'est-à-dire pas seulement coopérer. Donc il y a cette bataille-là pour vraiment attirer la manne des ports en Afrique de l'Ouest. Et c'est dommage parce que cela ne facilite pas, la cohésion au sein de la CEDEAO. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, à cause des intérêts individuels, on n'arrive pas à avoir une position commune face à l'AES. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça affaiblit la CEDEAO qui, en cette année 2025, célèbre ses 50 ans d'existence, malheureusement, dans la fébrilité. Je pense qu'il y a un fait aussi qu'il faut noter pendant cette tournée du président John Dramani Mahama. Il a parlé de besoin de reconnaissance de l'AES par la CEDEAO. Ça veut dire quelque part, de façon subtile, entérine la formation du bloc l'AES. C'est-à-dire, il reconnaît l'AES. Or, ici, il était... C'est même un message pour la CEDEAO. Voilà, c'est un message pour la CEDEAO. Il a dit au Niger, il a parlé de besoin de reconnaissance de l'AES par la CEDEAO. Vous voyez, donc déjà, comme vous l'avez dit si bien, je conviens avec vous, aujourd'hui, chacun va un peu à la soupe, chacun va selon ses intérêts auprès des pays de l'AES. Et certains présidents, comme l'a si bien mentionné tout à l'heure, notamment le Togo, qui parle d'intégrer l'AES, parce que il faut dire aujourd'hui que l'AES aussi... embouche la trompette d'anti-impérialisme et ça passe auprès d'une certaine population. Donc voilà, des personnes veulent se voilà. Donc c'est ce qu'il faut, c'est que cet aspect-là que je voulais noter pour dire que il faut aujourd'hui pour les pays de la CEDEAO reconnaître définitivement que l'AES s'est détaché complètement et essayer d'enclencher une certaine coopération, une coopération qui va amener ces pays-là à sortir du carcan des militaires, d'établir des conditionnalités de coopération avec la CEDEAO. D'accord. Alors, monsieur, bon, d'accord, 30 secondes, sinon on a terminé. Non, moi, je voulais juste faire comprendre que je ne crois pas que la CEDEAO pleure l'AES, non. Exactement. La CEDEAO ne pleure pas l'AES. Sans l'AES, la CEDEAO serait toujours une organisation forte et structurée. La CEDEAO est consciente que le retrait de l'AES, comme je l'ai dit tantôt, va avoir un impact négatif sur la vie des populations. Et c'est important, mes conservateurs l'ont dit, certains pays de l'AES ont aujourd'hui un problème d'électricité, tout ça. Et c'est ça que la CEDEAO voit, tout ça. Et puis, quand ils sortent, c'est l'arrêt de beaucoup de programmes dont bénéficient les populations dans le domaine agricole, le domaine de l'éducation. C'est tout ça qui préoccupe la CEDEAO. Sinon, la CEDEAO n'a pas peur de l'AES, il ne faut pas qu'on se leurre. L'enseigner rapidement. Exactement sur la même ligne. La CEDEAO ne pleure pas le retrait de ces trois pays de la CEDEAO. La CEDEAO, si vous voulez, est dans une position de compassion parce que la CEDEAO est en train de réfléchir sur les conséquences de leur retrait, sur leur propre population et sur eux-mêmes. Parce que demain, il ne faut pas que vous venez pleurer après avoir posé des actes dont vous ne mesurez pas l'ampleur aujourd'hui et puis venir pleurer au pied de la CEDEAO pour quémander des choses, comme c'est déjà le cas. La Côte d'Ivoire, par exemple, est en train d'héberger des Burkinabés qui sont en train de fuir le terrorisme. Mais s'il n'y a pas une coopération sécuritaire, par exemple,
Mais ça va continuer. Mais pourquoi Ibrahim Traoré, dans son grand orgueil, ne vient pas récupérer ces populations qui sont à nos frontières, qui ont été logées par le gouvernement ivoirien? Je crois que s'il était conséquent, s'il était logique avec lui-même, il dirait, moi je suis souverain, je n'accepte pas que ma population soit nourrie par un autre peuple. Il serait venu chercher son peuple. Aujourd'hui, combien sont ces Maliens qui fuient la misère au Mali et qui viennent envahir la Côte d'Ivoire? C'est de ça en fait. Donc la CEDEAO est dans une position de compassion vis-à-vis de ces pays pour leur dire attention, ce que vous faites là, vous allez en payer le prix. Donc la CEDEAO n'est pas en train de pleurer la sortie de la CEDEAO parce que en réalité ça n'a aucun la sortie de l'AES, d'accord. En disant que ces 3 pays ne représentent que 8% du transit au niveau du port d'Abidjan. Quand tu parles comme ça, c'est pas intéressant. Même 8%, 1%, même oui, c'est quand même beaucoup. Ça représente quelque chose. Je crois que la CEDEAO perd quelque chose. Merci Félix. Ainsi. Merci Félix Lansine Bakayoko. Merci Yacouba Sangaré. Merci Saint-Claver. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.